Bonjour les découvreurs, nous espérons que tout le monde va bien. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Nicolas Hott, qui est responsable de la préparation physique au CREPS Île-de-France et surtout responsable de la performance au MMA Factory, l'une des plus grosses écuries MMA en France. Donc le MMA, c'est les arts martiaux mixtes. Et on va revenir dessus, mais vous avez aussi une entreprise, donc Smart Fight, qui propose des programmes de remise en forme ou de développement de l'athlétisation auprès des sportifs chevronnés. Donc bonjour Nicolas, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. De bon matin dans ce petit podcast. Du coup, la première question que j'avais, c'était en quoi consistait le métier de responsable de la performance en fait? Alors, c'est un petit peu drôle que tu me poses cette question parce que justement, c'était une question qu'on nous posait beaucoup. Et du coup, pour simplifier un petit peu les choses, on a choisi de renommer ce poste en tant que responsable de la préparation physique et de la nutrition. Donc l'idée, en fait, elle est assez simple. L'idée, c'est de se dire qu'au MMA Factory, quand on travaille avec un athlète, il y a un ensemble de staff, de personnes compétentes qui vont travailler avec cet athlète. Donc ça va aller du nutritionniste au préparateur physique, en passant par l'entraîneur, le kiné, le préparateur mental, etc., etc. L'idée, c'est que toutes ces personnes travaillent de manière commune et travaillent dans le même sens, que des, chacune des modifications, chacune des adaptations qui sont recherchées par l'un des protagonistes sur un athlète aillent dans le même sens. Si on a un entraîneur qui cherche à augmenter le cardio, pendant qu'on a un préparateur physique qui cherche à augmenter la force max et qu'on a un kiné qui cherche à augmenter l'hypertrophie, on se retrouve dans une configuration qui est difficile en termes d'adaptation. L'idée, c'est que nos ressources d'adaptation sont limitées et que si on travaille avec des athlètes de haut niveau, il faut orienter les adaptations dans le même sens afin de les compléter et non pas de créer ce qu'on appelle des zones d'interférence, c'est-à-dire qu'elles n'aillent dans des sens qui sont opposés. Donc l'idée en fait de ce poste, de manière très concrète, l'idée de ce poste, c'est de se dire, ok, j'ai besoin de m'assurer que chacun des protagonistes qui travaillent avec un athlète comprennent la situation globale de l'athlète, comprennent le plan global d'action et qu'on aille tous dans le même sens, qu'il y ait une discussion entre le kiné, le préparateur physique, l'entraîneur, le nutritionniste, etc., etc. Ce Et qui se tout. passe, c'est que, Pardon, vas-y. pardon, ce qui se passe, c'est que quand on a des athlètes qui ont vécu le haut niveau, que ce soit au CREPS, que ce soit à l'INSEP, on a des athlètes qui parfois essayent de fuir un petit peu le médical. Pourquoi? Parce que si vous êtes au CREPS, si vous êtes à l'INSEP, vous avez un médecin qui voit des tonnes, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'athlètes, beaucoup de sportifs par jour. Le médecin, il n'est pas à l'entraînement avec le sportif, il est dans son bureau et par principe de précaution, lui, quand il y a une blessure, ce qu'il va faire tout simplement, c'est qu'il va vous arrêter. Donc, il va vous arrêter 2 semaines, mais en réalité, si tu es blessé au genou, tu aurais pu continuer à t'entraîner. On aurait pu trouver des variantes pour que tu puisses t'entraîner. Tu es blessé au genou droit, tu aurais pu t'entraîner au genou gauche, tu aurais pu t'entraîner sur les membres sup, tu aurais pu t'entraîner en endurance, tu aurais pu développer les muscles de la nuque. Donc il y avait plein de choses intéressantes à faire. Mais lui, il est dans son bureau, il t'accompagne pas. Donc par principe de précaution, il t'arrête. Nous, ce qui est beaucoup plus intelligent et ce qu'on peut faire, c'est dire, OK, aujourd'hui, tu es blessé à la main, on va prendre en charge ta préparation physique, ton entraînement, etc., pour que tu continues à t'entraîner et que tu continues à progresser malgré ta blessure. Et donc là, c'est toute l'idée de cet entraînement et de ce poste, c'est de se dire, OK, comment on fait pour mettre en place des systèmes, des communications qui permettent de relier les différents protagonistes pour optimiser la performance de l'athlète. Et là-dessus, toi, tu vas être un peu le chef d'orchestre pour coordonner tous les travails spécifiques, on va dire. Alors, le chef d'orchestre, c'est toujours le head coach. Ok, Ok, le head coach, c'est Fernand ok, Lopez qui a créé le MMA Factory. C'est toujours lui le chef d'orchestre. Moi, je suis le chef opérateur, je dirais. C'est-à-dire que celui qui donne la ligne directrice, c'est Fernand. Celui qui veille à ce que la ligne directrice aille dans le bon sens, c'est moi. ok, Euh, voilà. ok, bah très clair. Et par rapport à Smart Fight, du coup, je voulais revenir dessus. Alors, Smart Fight, l'idée de Smart Fight, c'est de se dire déjà dans un premier temps, on peut avoir une approche
scientifique du combat, de la préparation physique. On peut avoir une approche réfléchie. On peut avoir une approche un peu comme on dit dans le monde du kiné, mais de la préparation physique aux États-Unis, qu'on appelle evidence-based, c'est-à-dire basée sur la littérature scientifique. Ça, c'est la première des choses. Euh, donc, j'ai créé ce concept en 2013, 2012-2013, avec cette idée justement de rendre la préparation physique, notamment la préparation physique pour les sports de combat, beaucoup plus scientifique, beaucoup plus avancée. Euh, et ça partait d'un constat, quoi. C'est vrai que dans les sports de combat, l'aspect technique est tellement important, l'aspect traditionnel est tellement important, qu'aujourd'hui encore, l'utilisation d'un cardio-fréquence-mètre dans les sports de combat est quelque chose de pas très courant. C'est assez étonnant parce que le jogger du dimanche, il a son Garmin, il connaît son pouls au repos, il connaît sa fréquence cardiaque maximale, il connaît son seuil lactique. Le pratiquant de sport de combat de très haut niveau, qui est champion du monde, etc., pour beaucoup ne connaissent pas ces données-là. Donc l'idée, c'est déjà de professionnaliser la préparation physique dans les sports de combat. Ça, c'est la première idée. Et puis après, ce qui s'est passé et ce que j'ai eu l'opportunité de faire avec le confinement, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mais que j'avais pas eu l'occasion de faire. Ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est qu'on avait sur Internet, sur les réseaux, sur YouTube, on avait tout un tas d'entraînements. Une séance par-ci, une séance par-là. Et puis je me suis dit, ok, effectivement, il y a des entraînements, c'est bien, mais je vois personne qui propose un programme. Un programme, c'est l'agencement de séries d'entraînements qui ont pour objectif de créer certaines adaptations. Euh, donc tout est agencé de manière systémique pour créer certaines adaptations. Et donc à partir de là, je me suis mis à créer le programme Transformation, qui a pour but de prendre exactement tous les principes qu'on utilise dans la préparation physique de haut niveau pour les sports de combat, mais de les appliquer euh, à des personnes qui sont chez elles, qui peuvent être de tout niveau, donc soit de très haut niveau. On a eu plusieurs champions du monde qui sont passés par le programme. On a eu Percy. Percy, je le cite souvent parce que c'est la légende du jiu-jitsu traditionnel, 3 ou 4 fois champion du monde, etc. On a Pierre qui est champion du monde de Kempo et qui est champion de France de grappling. On a eu plein de combattants. On a eu Nassourdine qui a utilisé le programme. On a eu plein de combattants de haut niveau qui ont utilisé le programme. Et puis on a eu plein de personnes qui souhaitaient simplement reprendre la forme, reprendre le sport, euh, et puis progresser physiquement, tout simplement dans leur pratique. Donc l'idée du programme, c'est que effectivement, je vais avoir un public très large. Pour adapter mon programme à ce public qui est très large, on a une obligation, entre guillemets, de faire les 3 séances de musculation dans la semaine. Les séances de musculation, elles peuvent être très courtes, elles peuvent durer 30 minutes, 20 à 30 minutes, ou elles peuvent durer jusqu'à 1h30. Comment j'ai créé cette modulation? J'ai créé cette modulation grâce à un ensemble de bonus. Vous avez le bonus, ce que j'appelle le bonus fight, c'est en tout début d'entraînement, vous avez 15-20 minutes de petits drills, de pliométrie basse, de foot core, de CARS, de mobilité articulaire qui vous permettent de progresser sur ces points-là. Ensuite, vous avez le bonus jambes. Donc vous pouvez rajouter les jambes en plus du travail cardiovasculaire qui sollicite déjà les jambes. Ensuite, vous avez le bonus esthétique, c'est-à-dire que votre objectif, c'est avant tout d'être musclé pour la plage, etc. Et donc, on rajoute 3 exos esthétiques à ce moment-là. Et puis enfin, vous avez le bonus high kick qui vous permet d'améliorer votre souplesse dans l'objectif de faire un high kick. Les bonus sont entièrement cumulables, c'est-à-dire qu'on peut avoir une séance complète qui ressemble à une séance de préparation physique qu'on fait à haut niveau, qui peut durer jusqu'à 1h30, ou vous pouvez choisir dans les différents éléments à partir du moment où vous conservez l'essentiel, le cœur de séance. Ok, et sur les personnes qui ont décidé de reprendre la forme, avec ton programme notamment, mais avec toute ton Mhm. expérience, en règle générale, au bout de combien de temps on peut observer une amélioration notable de la santé d'un individu? Alors, sur les personnes que j'ai, on- on n'étudie pas les facteurs de santé. C'est le seul facteur qu'on étudie en tant que facteur de santé, proxy de santé, même je dirais, indicateur de santé, pas facteur. C'est l'aspect cardiovasculaire. On sait que le pouls au repos, il y a une corrélation très étroite entre le pouls au repos et l'espérance de vie.
Il y a des explications assez simples pour ça. Déjà, une des plus grandes causes de mortalité, si vous regardez selon les classements, selon les pays, mais globalement, les 2 causes de mortalité les plus courantes, c'est les cancers, les maladies cardiovasculaires. Sur les maladies cardiovasculaires, effectivement, un cœur qui est pas bien développé, est un cœur qui peut porter préjudice à l'espérance de vie. Donc, développer son cœur, à partir du moment, en termes d'espérance de vie, en termes de santé, à partir du moment où on pratiquait pas et on commence à pratiquer, on est déjà en train d'améliorer ces facteurs de santé. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'en début de programme, on prend le pouls au repos. Selon votre pouls au repos, vous allez avoir différents programmes cardiovasculaires qui vont vous être accessibles. Si vous avez un pouls au repos qui est au-dessus de 60 battements par minute, vous allez être sur le programme débutant ou perte de poids. Si vous avez un pouls au repos qui est en dessous de 60 battements par minute, vous allez être sur le programme avancé ou sur l'un des programmes spécifiques, boxe ou lutte. Pourquoi? Parce que le pouls au repos est déterminé par le volume d'éjection systolique. En gros, votre cœur, il faut l'imaginer que c'est un ballon. Et quand ce ballon est rempli régulièrement de sang, de manière totale, il s'élargit, il s'élargit, il s'élargit, et au bout d'un moment, il garde cet élargissement, il devient plus gros. On appelle ça une hypertrophie excentrique du myocarde. Le cœur devient plus gros. Quand il devient plus gros, à chaque fois qu'il bat, il envoie plus de sang dans l'organisme. Il envoie plus de sang, il envoie plus d'oxygène, ce qui fait qu'en fait, vous allez développer un moteur plus gros. Si moi je roule avec une Dodge Viper et que vous roulez avec votre petite Clio, quand moi je suis à 2000 tours minute, je vais à la même vitesse que vous à 4000 tours minute. C'est toute cette idée de développer un cœur qui est plus important, qui est plus gros. La deuxième chose, c'est que il y a un système dans le corps qui s'appelle le système parasympathique, Rest and Digest. C'est le système qui vous permet de récupérer, de digérer, de vous calmer, de gérer le stress. Et le stress, c'est quelque chose qu'on subit au quotidien. Quand je dis le stress, souvent quand on lit le stress, on pense au stress de je suis stressé parce que j'ai un examen. Mais le stress est quotidien. Le stress, c'est toute chose qui modifie l'état d'équilibre de votre corps. Et ben, ce stress-là, quand il est chronique, et nous on est victime dans notre société d'un stress qui est chronique, il est extrêmement mauvais. Je vous explique en 2 secondes. Si je suis dans la jungle et je vois un lion, j'ai un déclenchement hormonal dans mon organisme, une montée d'adrénaline, une accélération du battement cardiaque, je mets le sang dans les organes qui me permettent de courir vite, j'arrête la digestion, j'arrête tous les projets qui sont sur le long terme. Parce que le long terme n'a plus d'intérêt puisque je dois me sauver parce que j'ai un lion qui est devant moi. Dans ce cas-là, c'est très intéressant d'avoir ce type de réaction. Mais quand je stresse tellement parce que mon chef me casse les pieds au boulot, parce que je ne sais pas si je vais garder ma place, parce que c'est le coronavirus et je ne sais pas si je vais reprendre le boulot dans une semaine, dans un mois. On sait que l'incertitude est un grand facteur de stress. Dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois, dans un an, est-ce que je vais retrouver mon job? Est-ce que je vais pas? J'ai un stress qu'on appelle chronique. C'est-à-dire que de manière chronique, en permanence, mon cœur est accéléré. De manière chronique, il y a des décharges d'adrénaline. J'ai une mauvaise digestion de manière chronique, etc., etc. Ces choses-là sont extrêmement néfastes sur le corps à long terme. C'est-à-dire qu'à court terme, c'est très très bien. À long terme, c'est très mauvais. Et ben, le système parasympathique, la respiration, la taille du cœur sont des choses qui permettent de redescendre ce stress-là. Et la gestion de ce stress est déterminante dans l'espérance de vie et dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Oui, ce qui est intéressant là, dans ce critère au niveau du pouls et voilà par extension la taille du cœur, tout ce que tu viens de nous expliquer, c'est un critère qui n'est pas forcément visible et c'est vrai que par rapport à l'amélioration de la santé d'une personne, pour les béotiens, on va dire, les gens qui se mettent au sport, Mhm. souvent ça va plus être des critères esthétiques. Le développement de la musculature ou la perte de poids, Ouais. hein, basiquement, c'est un peu les deux critères qu'on retrouve. Or, en fait, c'est pas du tout là-dessus qu'il faut se baser, en tout cas en premier lieu, quoi. Alors c'est très intéressant ce que tu dis. Si on regarde, qu'on prend quelqu'un à 35 ans, la plus belle corrélation qu'on peut avoir entre son espérance de vie et, euh, et, euh, et des indicateurs qu'on pourrait avoir, effectivement, le développement cardiovasculaire, la VO2 max, le pouls au repos vont avoir une très forte corrélation entre son espérance de vie et, euh, et ces données-là. Maintenant,
effectivement, là où on va avoir une corrélation qui va être très forte aussi, c'est entre le taux de masse grasse, l'IMC, euh, et, euh, et le taux de masse grasse et l'espérance de vie. Effectivement, à partir du moment où on est trop gros, trop lourd, qu'on a trop de graisse, c'est extrêmement mauvais pour son espérance de vie. C'est extrêmement mauvais parce que on a des marqueurs d'inflammation en permanence dans son corps, parce que effectivement du point de vue cardiovasculaire, c'est pas bon du tout, parce que aussi ça pèse au quotidien sur les articulations. Et là, sur cet aspect-là, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, c'est plutôt deux autres éléments qui vont vraiment nous aider. C'est d'un côté la musculation et de l'autre côté la nutrition. Alors sur la nutrition, il va falloir apprendre à manger moins ou à manger mieux. Et quand on va manger mieux, on va avoir moins faim et on va manger moins et on va perdre du poids. Et puis sur l'aspect esthétique et puis sur l'aspect gestion du métabolisme, amélioration de la sensibilité à l'insuline par exemple, et ben on a la musculation, le renforcement musculaire qui est quelque chose qui est très 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 intéressant parce que ça permet de changer la composition corporelle et ça d'un point de vue métabolique c'est très intéressant. Et sur le manger mieux, et peut-être Mhm, manger moins, je voulais revenir là-dessus. mhm, Bon, je suis pas du tout, scientifique, hein, mais la question que je me posais, c'est que si quelqu'un, mange entre guillemets «1 kilo d'haricots verts», je connais ouais. peu de personnes qui sont en surpoids, en exagérant sur les légumes et les fruits, par exemple. Mhm. Donc j'ai l'impression que ce qui compte surtout, c'est la répartition, en termes de proportion de ce qu'il y a dans l'assiette et peut-être aussi la qualité des aliments. Mais le manger mieux, il prime sur peut-être même le manger moins, non? Enfin, c'est une question que je me pose. Ça va de pair parce que tu as des aliments qui sont très bons par définition pour la santé. Si on prend l'exemple des graisses saines, on peut prendre l'exemple de l'avocat, on peut prendre l'exemple de l'huile d'olive, qui est une excellente graisse. On a quelque chose qui est extrêmement calorique. Mmh. Si on prend l'exemple de noix, d'amandes, c'est des choses qui sont extrêmement bonnes pour la santé. Ce sont de très très bonnes graisses, mais si on les surconsomme, on peut être en surpoids malgré le fait que ce soit des bons aliments. Ouais, d'accord. Si je prends l'exemple de fruits, qui par définition sont des très très bons aliments, et ben la consommation, la surconsommation de smoothies peut contribuer à une prise de poids. Parce que effectivement, si je mange un fruit, c'est extrêmement bon. Si je mange un fruit, il y a toutes les fibres dedans, les fibres prennent de la place. Les fibres, c'est cet aspect du glucide, c'est cette partie du glucide qui n'est pas digérée et donc qui prend de la place mais sans apporter de calories. Donc effectivement, si je mange ma nourriture, si je mange mes glucides et si je mange mes fruits notamment, je ne vais pas avoir de problème de poids parce que c'est très dur de surconsommer des fruits. Mais si par contre je bois mes fruits, eh ben c'est facile de mettre 4-5 oranges dans un jus, de rajouter une pomme et puis ensuite de rajouter une banane parce que je me fais un smoothie le matin, un smoothie le midi, un smoothie le soir. Et puis au final, j'ai consommé une tonne de calories qui m'auraient été impossible de consommer si je les avais mangées et si je les avais pas bu. Alors là, Donc j'ai une effectivement, pardon, vas-y. la quan- pardon, effectivement, la quantité, la qualité compte, mais la quantité est déterminante dans l'aspect est-ce que je vais prendre du poids ou pas. Mmh. Et par rapport, justement à cette quantité que Mhm. tu aurais pas pris si c'était pas sous forme liquide, là, j'ai une vraie Ouais, question par rapport aux shakers de protéines. Enfin, c'est quelque chose qui s'est énormément, démocratisé. ouais, Hem, la question que je me pose, c'est qu'un shaker de protéines, si je dis pas de bêtises, on est aux alentours de 50-60 grammes de protéines, non, quelque chose comme ça? ça Heu, dépend. ça peut dépendre. OK, Ouais, parce que, la comparaison, enfin que j'avais fait un peu, à l'arrache, mais, hem, dans un œuf, il y aurait environ 5-6 grammes de protéines. ouais, Donc ouais, je m'étais dit qu'un un shaker, qui est à 50, grammes, il faudrait, 10 œufs. Donc je mets au défi, après une séance de sport, ouais, n'importe qui de manger 10 œufs, et que ça passe, tranquillement, quoi. Et du ouais. coup, est-ce que, c'est pas une surconsommation, justement, voilà, de protéines? On a l'impression qu'on se fait du bien et cetera, mais est-ce que c'est bien naturel dans le procédé d'assimilation, quoi? Alors, la première chose, c'est que on appelle ça en anglais, on appelle ça de naturalistic fallacies. L'idée, c'est que c'est pas parce que c'est naturel que c'est sain. Il y Ouais. a une tonne de produits qui sont extrêmement naturels, mais qui sont cancérigènes, qui sont toxiques, et que si on les mange, on va mourir
aussi vite, voire plus vite qu'avec des produits artificiels. Ouais, du venin de serpent, c'est Déjà, naturel, par exemple. voilà, c'est ça. Exactement. Donc il y a plein de choses qui sont naturelles, mais qui sont très dangereuses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que en termes de protéines, la recommandation actuelle, c'est entre 1,5 et 2 grammes par kilogramme de poids de corps. Ça, c'est la recommandation actuelle. Euh, Ce qu'on sait, pour avoir testé des gens à 2 grammes par kilogramme de poids de corps, à 3 grammes par kilogramme de poids de corps, à 4 grammes par kilogramme de poids de corps, ce qu'on sait, c'est que il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger de la protéine sur la santé. C'est-à-dire que vraiment, on n'a pas de. C'est vraiment un truc qui a été testé. C'est l'un des nutriments sur lesquels il y a eu le plus d'études de fait, forcément, hein. La protéine, parce que bah, il y a des incentives financières. Euh, Si je suis une grosse marque de protéines, j'ai tout intérêt à financer des études sur les protéines pour Bien prouver que ça sûr, va ouais. être bon. Donc forcément, ça a été extrêmement étudié et on a pu faire le point là-dessus et constater qu'en termes de santé, il n'y avait aucun souci sur la santé. Il y a des aspects très intéressants. Il y a des aspects très intéressants pour des gens bah, par exemple comme moi, qui pratiquent les sports de combat. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la protéine, c'est pas seulement le muscle. La protéine, c'est le bloc de construction de tout ce qui se passe dans le corps. Donc c'est le bloc de construction du muscle, mais c'est le bloc de construction des tendons, des ligaments, c'est le bloc de construction de la peau. Et par exemple, quand on a quelqu'un qui a un grand brûlé, on va lui donner énormément de protéines de façon à ce qu'il puisse reconstruire cette peau. Je constate souvent chez des femmes qui ont des problèmes de peau ou des problèmes de cheveux et qui consomment extrêmement peu de protéines et qui vont acheter des crèmes pour les cheveux, pour la peau, etc. Je pense que dans beaucoup de cas, une augmentation de la quantité de protéines qui est consommée, qu'elle soit artificielle, comme tu dis, avec de la whey, des choses comme ça, ou qu'elle soit naturelle, les aiderait bien plus que la plupart de ces crèmes-là. Hmm. Oui, le matériel pour les cellules, en fait, pour qu'elles se C'est construisent. ça, c'est ça, c'est vraiment le bloc de construction. Et puis c'est le bloc de construction du tissu, c'est aussi la plupart des hormones, si je ne me trompe pas, peut-être même toutes les hormones, sont des protéines. Donc les protéines sont très importantes et pas que pour le muscle. Ça, faut vraiment le comprendre. Hmm. Maintenant, il y a une limite. On considère qu'1,5-2 grammes par kilogramme de poids de corps, c'est quelque chose de très bien. Au-delà de ça, c'est de l'énergie euh, consommé dans les protéines alors qu'on aurait pu le consommer sur une autre forme de macronutriments, les glucides ou les lipides, et que ça aurait été plus intéressant sous une autre forme. Donc c'est pas non plus le plus le mieux, c'est le plus le mieux dans une limite qu'on considère à 1,5-2 grammes par kilogramme de poids de corps. Très clair. Et pour revenir à la notion d'amélioration dont on parlait tout à l'heure, qu'est-ce qui, selon toi, fait qu'une amélioration est durable dans le changement d'une alimentation ou quand on se décide à faire du sport, à faire du sport? Alors la première chose, c'est que moi j'ai un slogan, c'est Better Every Day. Better Every Day, ça veut dire que je j'essaye pas d'être parfait déjà. Parce que parfait, on ne sait pas ce que c'est. Mieux qu'hier, on sait ce que c'est. Et c'est pas le problème, c'est cette espèce de fossé qui est creusé. C'est-à-dire que je suis à cet endroit-là, je veux aller à cet endroit-là, et dans ma tête, je me dis que l'idéal, ce serait que je fasse comme ça. Je vais prendre un exemple concret parce que là, sinon, c'est trop vague. Je m'entraîne pas du tout. Moi, je pense que pour avoir des progrès, il faudrait que je m'entraîne 3 fois par semaine pour avoir les progrès que je souhaite obtenir. Du coup, j'ai décidé, et c'est ce que j'appelle le mode on-off, j'ai décidé que soit je m'entraîne pas, soit je m'entraîne 3 fois par semaine. Au lieu de me dire, écoute, aujourd'hui je m'entraîne pas, ça c'est une réalité. Si demain je m'entraîne une fois par semaine, j'ai progressé. Il faut être capable de se satisfaire d'un progrès aussi petit que celui-là. Si j'arrive à faire un peu mieux que ce que je faisais, pas que ce que je compte faire, juste un peu mieux que ce que je faisais, je suis en train de progresser. Si je suis en train de progresser et que j'arrive à maintenir cette progression dans le temps, je vais arriver à mon objectif. Donc on a deux facteurs. On a un, le facteur progrès qui doit être mis en place. Et on a deux, le facteur temps. Et le facteur temps, c'est quelque chose que plus j'avance dans ma vie, professionnelle, sportive, entrepreneuriale, etc., et plus je me dis, c'est le secret dont on ne parle pas, ou en tout cas qu'une personne ne souhaite entendre. Le facteur temps, c'est dire, si je fais quelque chose et que je le fais un petit peu tous les jours, et sans faire quelque chose de fabuleux, mais juste j'ai créé une routine qui me permet
d'au quotidien d'effectuer quelque chose. Si je répète cette action de jour en jour, au bout de quelques mois, au bout de quelques années, je vais arriver à un résultat qui va être impressionnant. Et c'est pas chacune des journées qui composent ces années qui va être impressionnante, mais c'est juste l'accumulation de petits efforts. Donc, je prends un exemple tout simple. Je discutais avec un pote ingénieur et il me dit, mais je comprends pas les coachs sportifs qui, les préparateurs physiques, les coachs sportifs qui euh, ne sont pas formés. Et il me dit, tu prends un livre et puis tous les jours, tu lis une demi-heure sur ton sujet, sur la science du sport. Tu fais ça tous les jours, donc 365 jours par an. Au bout de 5 ans, globalement, tu as appris tellement de choses que c'est pas que tu connais tout, mais que tu es quand même solide sur pas mal d'aspects de la préparation physique. Une demi-heure par jour, c'est pas demander grand-chose à un professionnel du sport. Mais cumulé sur 5 ans et cumulé au jour le jour, ça permet d'obtenir des résultats qui sont énormes. Et ben, je pense que c'est la même chose sur l'investissement, sur l'entrepreneuriat, sur le changement physique, etc., etc. Et comment, selon toi, on arrive à maintenir une régularité, justement, dans ces efforts, aussi petits soient-ils, aussi progressifs soient-ils, mais comment on se maintient, on arrive à maintenir le cap? On se maintient grâce à la routine. On se maintient parce que ça fait partie de son emploi du temps. C'est-à-dire que je me lave les dents tous les matins, je me lave les dents tous les soirs. C'est pas, je me pose pas la question de est-ce que j'arrive à maintenir le fait que je me lave les dents. Je me pose pas de questions, ça fait partie de ma routine. Il faut réussir à faire des actions, à créer des actions qui sont tellement simples que je ne peux pas y échapper. Je ne peux pas ne pas le faire. C'est-à-dire que je veux commencer le sport, la première des choses, c'est qu'est-ce que je peux faire qui est tellement simple que je ne peux pas passer outre cette chose-là. Et bien, disons que je vais me dire, ok, je suis obligé chaque jour de faire au moins 10 pompes, au moins 10 squats. Il n'y a personne sur Terre qui n'a pas le temps de faire 10 pompes et 10 squats dans une journée. Donc je vais faire un truc super simple. Et puis si aujourd'hui je me sens d'en faire plus, bah, j'en ferai plus. Mais au moins, il faut que je fasse mes 10 pompes, mes 10 squats. Et c'est comme ça, petit à petit, que je vais créer une routine. La première étape, c'est de définir quelque chose qui est très très simple. La deuxième étape, c'est d'ajouter cette chose simple à des routines qui sont déjà préexistantes. Donc par exemple, on vient de parler de se brosser les dents. Eh ben, je vais dire, les 10 pompes, les 10 squats, je vais les faire tous les jours. Donc, j'ai défini une première régularité et je vais le faire tous les jours après le brossage de dents ou avant le brossage de dents ou etc., etc. Et je viens de créer une routine que j'ai adossée à une routine qui existe déjà. Et ensuite, le seul élément, c'est Better Everyday, c'est d'essayer d'améliorer cet élément un petit peu chaque jour. Disons qu'aujourd'hui ou cette semaine, je fais 10 pompes, 10 squats tous les jours. La semaine prochaine, je fais 11-11. Ou alors demain, je fais 11-11. Et j'ai une forme de progression qui fait en sorte que dans le temps, je sois capable d'en faire de plus en plus. Là, dans ce que tu viens de décrire, ce qui est super intéressant, c'est que d'un revers de manche, tu viens de balayer en fait la notion de motivation. Exactement. La motivation, c'est bien pour commencer. C'est-à-dire que tu me vois sur Facebook, sur Instagram, je suis en train de parler, ça te motive, ça te crée un truc, tu vois, dans l'estomac, tu as envie de commencer, tu t'inscris au programme, ça c'est la motivation. Une fois que tu es dans le programme, c'est pas la motivation qui va te permettre de rester dans le programme et de rester suffisamment de temps pour euh, modifier ton mode de vie. Ce qui va te permettre de faire ça, c'est de créer des routines et de faire en sorte que bah, tous les soirs, tu regardes mon live dans le programme, tous les matins, tu fais ta séance de muscu, et puis toutes les semaines, tu prépares tes repas pour que dans la semaine, ce soit bien fait. La routine, c'est ce qui permet de durer dans le temps. Hmm. Pourquoi? Parce que la routine ne coûte pas d'effort. C'est c'est simple, mais la routine fait en sorte que je n'ai pas, j'ai la routine, je le fais sans que ça me demande de l'énergie. En fait, il faut une forme de discipline quelque part pour Ouais, c'est ça. maintenir le cap aussi. La discipline, elle vient au début. Donc, on a motivation, discipline, routine. Ouais, Motivation, c'est le je début. comprends. La discipline, c'est ce qui fait que, eh ben, effectivement, je me suis engagé. Mais c'est pour ça que l'engagement, il doit se faire sur quelque chose que j'ai envie de faire. L'engagement ne doit pas se faire sur quelque chose que j'ai pas envie de faire. Quand
J'ai défini mon objectif, il faut que ce soit un objectif que j'ai envie d'atteindre, pas un objectif que les autres ont envie que j'atteigne. Il faut que ce soit un objectif que j'ai envie d'atteindre. J'ai défini mon objectif. Une fois que j'ai défini cet objectif, je mets en place une routine que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que je me visualise dans le temps et je me dis, OK Nico, si tu devais définir une journée idéale dans ta vie, elle ressemble à quoi? Et il faut que je dessine une journée idéale qui ressemble à celle que j'ai envie de faire. Pas une journée idéale que j'ai pas envie de vivre. Donc moi, je te donne un exemple. J'ai décidé de me lever à 7 heures du matin tous les jours. Et globalement, laisser une heure de marge le week-end. Donc une heure, si je suis très fatigué, je peux laisser 2 heures. Mais l'idée, c'est 7 heures du lundi au vendredi. Et puis ensuite, samedi, dimanche, je peux faire 8 heures ou 9 heures. La réalité, c'est que aujourd'hui, je suis plus ou moins mon propre patron. Je n'ai pas l'obligation de me lever à 7 heures tous les jours. Mais j'ai décidé, parce que je sais que je suis productif le matin et parce que j'aime bien ce moment du matin qui est calme et dans lequel on a une belle productivité et je suis fier de moi quand je me lève à cette heure-là et que je travaille, j'ai décidé de mettre le réveil à 7 heures. C'est une journée que j'ai décidé de faire. C'est-à-dire que quand je réfléchis à mon mode de vie, je trouve ça stylé de se lever à 7 heures. Si moi-même je trouve ça nul, bah, je ne mets pas le réveil à 7 heures et je décide plutôt de me coucher plus tard et de me lever plus tard. Il faut mettre en place une routine, il faut mettre en place un mode de vie qui ressemble à son mode de vie, le mode de vie que l'on affectionne et qui nous fait plaisir. Pas aller Oui, quelque chose dans quelque chose qui nous plaît pas. oui, il n'y a pas une règle qui marche pour tout le monde, quoi, dans Pas ce que du tu tout. décris aussi. Ouais. Pas du tout. Et par rapport à ce qu'on décrivait tout à l'heure, là, quand tu disais 10 pompes, 10 squats, tout le monde a le temps, j'ai l'impression aussi qu'on doit retrouver le sens des priorités dans l'organisation de nos journées, ou même, tout simplement, pour beaucoup de personnes, organiser nos journées. Parce que je Ouais. pense qu'on a le sentiment que nos journées sont bien organisées parce qu'on enchaîne les choses, mais à s'y pencher de plus près, on est beaucoup à subir en fait le Mm. déroulé de nos journées. Et c'est très très dur parce que à partir du moment où tu as la tête dans le volant, tu c'est le stress dont on parlait tout à l'heure qui te fait gérer l'immédiat et jamais voir ce qui arrive. Je sais que moi, le confinement m'a fait beaucoup de bien sur ça parce que globalement, j'ai travaillé plus ou moins 7 sur 7 pendant 2 ans, 2 ans et demi. Tous les jours, je travaillais, tous les matins, je me levais, tous les jours, je travaillais, etc. J'étais dans le présent, mais j'avais plus le temps de lever la tête. J'avais plus le temps de penser à l'avenir, j'avais plus le temps de préparer des systèmes, de mettre en place de continuer à me former, de mettre en place des réflexions, de mettre en place des systèmes de façon à optimiser mon temps de travail. Et le confinement m'a fait beaucoup de bien parce qu'il m'a fait comprendre que, ok, je peux ne pas travailler pendant 1 mois, 2 mois, et en fait, la Terre continue de tourner. Et en fait, je peux continuer à faire des choses. Parce qu'à un moment, quand tu es quand t'es la tête dans le guidon et que tu travailles tout le temps, tu as juste l'impression que la seule solution, c'est de continuer à travailler plus. Mais plus tu travailles, moins tu as d'énergie, moins tu es lucide, moins tu vois à l'avance, moins tu peux créer des systèmes qui te facilitent euh, le travail que tu fournis. Et puis tu rentres dans un cercle vicieux où tu peux plus lever la tête et regarder la route, tu restes à regarder le guidon. Donc tu peux plus décider du chemin que tu vas prendre. Et Euh, pardon. Dis-moi. Oui, non, c'était par rapport à cette notion de priorisation aussi. Là, avec le Ouais. Covid, on s'est rendu compte que bon, la santé, on était tous au courant que c'était important, mais ça l'est d'autant plus important bah, quand on subit de plein fouet une épidémie comme ça. Là où je veux en venir, c'est que est-ce que dans la priorisation, il faut pas repenser à comment on organise notre budget aussi? Évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes niveaux de revenus, mais parfois on va dépenser notre argent dans des bêtises, on va dire, ou du loisir, on l'appellera comme on veut, alors qu'on va vraiment pas bien manger, quoi. Et est-ce Ouais. qu'il faut reprendre conscience de l'importance de notre alimentation? Et même quand tu compares les budgets des familles il y a encore 40, 50 ans en arrière et maintenant, la répartition du budget par rapport à la nourriture et les loisirs, elle n'est pas du tout la même, quoi. Mm, Est-ce mm. qu'il n'y a pas quelque chose à aller chercher là aussi, que les gens ben, se disent, oui, effectivement, je néglige ma santé au détriment bah, du loisir et souvent c'est un peu de la consommation pure et dure, quoi.
Ouais, c'est ça. Je pense que tu as mis le point sur quelque chose qui est intéressant. Alors après, je trouve que les courses sont extrêmement chères. Euh, et voilà, je trouve que c'est vraiment c'est devenu un sacré budget de faire les courses. Pour autant, Mhm. oui, effectivement, ce que tu dis, moi, je le vois un peu de cette façon-là. J'oppose un petit peu la consommation avec l'expérience. Je dis que pour vivre quelque chose, t'as pas besoin de dépenser de l'argent. C'est-à-dire que si si je vais voir un ami, si je fais une balade sur les quais de Seine, ça me coûte rien. Et je suis en train de vivre, je suis en train de passer un moment qui est super. Euh, Maintenant, je peux aussi acheter quelque chose, consommer quelque chose, posséder quelque chose, et ça coûte de l'argent. Et parfois, ce que j'essaie, mais alors moi, là, j'ai vraiment de conseils à donner à personne sur l'argent. Je pense que chacun doit être libre de dépenser son argent, l'argent qu'il a gagné, de la façon dont il souhaite le dépenser. Mais moi, en tout cas, ce que j'essaye de faire au maximum, parce que c'est dur, on est quand même dans une société de consommation, d'image, et on a tous cette envie parfois de posséder. Euh, mais ce que j'essaye de faire au maximum, c'est de vivre des expériences, parce que c'est ça dont on se souvient, c'est ça qui nous fait rire, c'est ça qu'on a envie de raconter, c'est ça qu'on a envie de partager. Donc j'essaie au maximum de vivre des expériences plutôt que de posséder des choses et de consommer des choses. C'est un petit peu l'outil que j'essaye. Euh, et vivre des expériences, ça peut être effectivement des expériences partagées. Alors ça, beaucoup, avec des gens qu'on aime, c'est très important. Mais c'est aussi, euh, ça peut être lire un livre, lire sur internet, écouter un podcast. Ça, c'est une expérience que j'ai vécue dans laquelle, à la fin, je me sens, alors effectivement, ça s'achète un livre, mais dans laquelle, à la fin, je me sens enrichi, je me sens mieux, je comprends mieux le monde, j'ai des pistes de réflexion, j'ai ouvert mon cerveau. Je trouve qu'un peu une des plus belles façons avec laquelle on peut lutter contre la médiocrité ambiante constante auquel on fait face, c'est l'instruction. On a des possibilités d'instruction via les podcasts, via Internet, via les livres, via des blogs qui sont très très sérieux, qui sont extrêmement vastes. Et moi, je suis toujours très enthousiaste à cette idée d'être un peu moins bête chaque jour. Mhm. Mais par rapport à ça, alors je te suis totalement, et je pense qu'on peut faire le lien avec ce dont tu parlais tout à l'heure sur le temps, accepter le temps nécessaire pour évoluer. Et Mm, je pense que l'instruction et accepter ce temps nécessaire au changement, c'est faire preuve d'humilité en fait. Et souvent, surtout dans ce monde de communication, on peut voir des gens qui peuvent réussir mieux ou en tout cas de façade. Euh, on va peut-être avoir tendance à vouloir griller les étapes, par exemple à se surentraîner, et on va pas accepter le fait bah, que non, il va falloir prendre le temps de lire ce livre ou de voir le changement progressif, quoi. mm. C'est ce que j'appelle le facteur temps. Encore une fois, c'est quelque chose qui est incompressible. Je veux devenir un expert dans mon domaine. Je peux avoir beaucoup de chance et percer comme ça très rapidement, mais la plus grande probabilité, c'est que je fasse quelque chose pendant 10 ans. Et effectivement, au bout de 10 ans, dans mon milieu, on commence. Moi, j'étais diplômé en 2011 de mon master. Je suis revenu des États-Unis en octobre 2011. Donc là, on parle de 10 ans. Il y a 10 ans, j'étais diplômé. Il y a 10 ans, je gagnais les championnats d'Île-de-France de Pancrace. Donc il y a 10 ans, j'étais compétiteur, il y a 10 ans, j'étais diplômé d'un master. Mais ça a pris 10 ans pour qu'on me demande, comme ce matin, de faire un podcast et de venir ici. Ça fait 6 ans que je suis préparateur physique et entraîneur au MMA Factory et au Krebs Île-de-France. Euh, donc le facteur temps est incompressible. C'est pas il y a 6 ans qu'on m'a demandé de faire ce podcast. C'est aujourd'hui, au bout de 10 ans de travail, au bout de 6 ans de travail quotidien au Crêpes de France et au MMA Factory, c'est après avoir fait beaucoup d'études et continuer à se former en permanence. Donc, je pense que effectivement, faut pas être pressé. Et pour pas être pressé, faut apprécier le processus. Parce que c'est la seule façon de faire quelque chose pendant longtemps, c'est d'apprécier le processus. Si si le chemin qui te mène, tu ne l'apprécies pas, tu peux pas continuer.
Si tu apprécies beaucoup le chemin, et ben effectivement, tu es sur le chemin et puis tu découvres un petit peu et puis au bout d'un moment, au bout de quelques années, tu commences à décrocher des choses parce que tu as continué à aller sur ce chemin et puis du coup, ça t'a apporté quelque chose. Un des conseils que je peux donner aux jeunes, si je peux me permettre, c'est c'est au lieu de chercher de manière un petit peu vague, il y a un livre qui est super intéressant là-dessus, je me rappelle même plus comment il s'appelle, euh, mais Tu l'as mal vendu là. ouais, je crois que je l'ai en face de moi en fait. C'est So Good They Can't Ignore You. C'est un livre sur la profession et qui dit en fait, au lieu d'essayer de chercher ce job que vous avez absolument envie de faire, etc., choisissez quelque chose que vous aimez bien et devenez très compétent dans cette chose. Et ce qu'on remarque, c'est que quand on est très compétent dans quelque chose, on gagne en autonomie, on gagne en valorisation de par ses pairs, de par ses collègues, etc. Et à partir du moment où on est autonome, compétent et valorisé par ses collègues, on est dans un environnement de travail qui est très agréable et dans lequel on a envie de rester. Et donc voilà, il n'y a pas de magie. Il y a quelque chose pour lequel j'ai un goût. Je suis peut-être un petit peu meilleur que les autres dans ce domaine. Et ben, ok, je fonce, je me forme. Et puis dans 2, 3, 4, 5 ans, je serai très bon. Et à ce moment-là, je serai autonome et je serai valorisé. Et j'aurai trouvé une profession qui me plaît. Et par rapport à ce que tu décris, quel conseil tu donnerais pour garder l'objectif en vue, pour patienter, entre guillemets, que les résultats arrivent, et même faire face au découragement quand ça arrive? Et ben moi, je pense il faut pas nécessairement garder l'objectif en vue. C'est-à-dire que ça me dérange pas que l'objectif évolue au fur et à mesure des années. Ce serait même dommage qu'au fur et à mesure des années, l'objectif évolue pas. Alors il peut être assez similaire et évoluer, mais il faut aussi être capable de saisir les opportunités, de comprendre quel est son niveau, à quel point on peut arriver. Je te donne un exemple simple. Moi, quand j'ai commencé le MMA, j'avais pas spécialement l'intention de combattre. Et puis après, j'étais pas mal à l'entraînement. On m'a dit, écoute, tu devrais faire des compètes. Puis j'ai fait des compètes. Ça m'a amené à la compétition amateur. Ça m'a amené au championnat du monde amateur. De là, on m'a dit, bah, tu peux passer pro. Mais si tu veux, c'était pas un projet de base de passer pro. Quand j'ai commencé STAPS, je savais pas que j'allais aller jusqu'au master. Je savais pas que j'allais aller aux États-Unis. Quand j'ai commencé à entraîner, je savais pas que j'allais me retrouver à entraîner la meilleure team de France de MMA, que j'allais me retrouver face à des mecs qui étaient à l'UFC, qui avaient les plus gros palmarès français en MMA. Je ne savais pas tout ça. Donc je pense il faut aller dans une direction. Et puis ensuite, effectivement, parfois on a des opportunités qui nous emmènent plus haut, plus loin, mieux. Et puis parfois, c'est pas forcément la route auquel on avait pensé de prime abord. Mais c'est pas grave, on se dirige vers d'autres routes. Et puis on choisit ce qui est le mieux pour nous au moment donné. Il faut être adaptable. Et au-delà de cette adaptation, quand ben, on va essuyer des revers, on en connaît tous, Mm. comment on passe outre, comment on évite le découragement. Enfin, on l'évite pas, mais on arrive à le passer, quoi. T'as un exemple à donner Bah, de pareil, revers? bah, typiquement, là, je vais reprendre ton histoire, hein, donc tu as des différents diplômes. Dans la Ouais, préparation de tes diplômes, tu as dû préparer des examens. Si par ouais, exemple, tu n'avais pas eu un examen qui te ouais. donnait, qui t'ouvrait la voie justement au diplôme pour la profession dont tu rêvais à l'époque, euh, voilà, comment on passe ça, quoi. Je pense qu'on a deux possibilités. On a deux possibilités et que les deux possibilités sont pas mieux ou moins bonnes l'une par rapport à l'autre. Euh, on a la possibilité de persévérer et puis on a la possibilité de se dire est-ce que finalement c'est vraiment quelque chose que je souhaitais ou est-ce que finalement euh, ça m'intéresse pas tant que ça et il y a d'autres choses qui m'intéressent plus que ça. Je donne un exemple simple. J'avais souhaité faire une formation à l'INSEP. C'était une formation qui est réservée vraiment à très peu d'entraîneurs. Cette année, ils l'ont fait, ils étaient quatre. C'est que des entraîneurs qui sont des entraîneurs nationaux. C'est un début de préparation physique à l'INSEP. Je l'avais pas fait forcément pour les connaissances, mais je l'avais fait pour rentrer dans ce réseau. C'est un réseau assez fermé, l'INSEP. Rentrer dans ce réseau l'INSEP, rencontrer d'autres entraîneurs nationaux, les formateurs, voilà, rentrer, rencontrer ces gens-là. Et puis, par rapport à mon statut au CREPS, etc., etc., il y a eu des complications dans le dossier.
Donc il y a eu des grandes discussions à l'INSEP entre le responsable de la formation et d'autres personnels sur est-ce que, par rapport à son statut, on peut le faire rentrer dans cette formation ou est-ce qu'on peut pas. Et puis après de nombreuses batailles, donc j'ai vraiment bataillé pendant 2 mois, 2, 3 mois, on a vraiment bataillé. On demandait des preuves et puis etc. Donc on a réussi à faire valider le dossier. Et puis finalement, ça a bloqué à une étape supérieure, ça a bloqué. J'ai pas insisté là-dessus. C'est-à-dire qu'au moment de la bataille, j'ai insisté, je me suis battu pour rentrer. Et puis, au final, je me suis rendu compte de deux choses. Je me suis rendu compte que, un, cette formation, je la faisais premièrement, avant tout, pour rencontrer des gens à l'INSEP, pour créer du réseau. Ce réseau, j'en avais pas forcément besoin, parce que la filière institutionnelle, c'est une filière qui, pour moi, présente certains inconvénients, euh, notamment le fait que c'est moins une méritocratie que le marché privé, c'est-à-dire que les connaissances, le réseau et le placement sont plus importants parfois que ton niveau de compétence. Donc ça, c'est la première chose. Et du coup, je me suis dit, bon, au lieu de s'entêter à essayer d'aller dans un endroit où finalement, tu as peu de pouvoir sur les personnes qui vont te prendre ou pas, dirige-toi vers un marché qui est beaucoup plus privé dans le sens où c'est un marché qui est beaucoup plus libre. C'est-à-dire que quand je fais une vidéo et que je la poste sur Karaté Bushido, sur Internet, sur YouTube, sur Instagram, etc., et ben le public décide si c'est quelque chose d'intéressant ou si c'est pas quelque chose d'intéressant. Et je trouve que c'est quelque chose de... Moi, j'aime beaucoup le fait de laisser le choix au public de dire est-ce que ce que tu nous apportes nous intéresse ou est-ce que ce que tu nous apportes nous intéresse pas. Donc ensuite, c'est juste faire un choix. Dans ce cas-là, si tu veux, il y a deux étapes. Il y a une première étape où je me suis battu et une deuxième étape où je me suis dit j'ai pas envie de mettre de l'énergie là-dedans. Cette énergie, je préfère la mettre ailleurs. Et Ouais, c'est un choix. et là, ce que tu préconises, c'est au moment de l'échéance, ben, tout Mhm. donner, donner le Ouais, meilleur de soi, ouais, et voilà, là, on est à fond. En revanche, s'il y a échec, puisqu'on s'est donné à fond, pas de regret, et il faut accepter et voir ce qu'on en fait. Donc, c'est des enseignements pour éventuellement persévérer, ou des enseignements sur le fait que ben, c'est peut-être pas fait pour nous, malgré le fait qu'on ait donné le meilleur de nous-mêmes et qu'on soit impliqué, c'est pas passé, quoi. exactement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Parce qu'en réalité, comme je vais prendre un chemin ou l'autre chemin, bah, je sais jamais lequel des je sais jamais dans lequel des deux j'aurais été le plus performant. Tu vois? Quand tu choisis entre entraîneur et combattant, ça se Hmm. trouve, tu choisis en combattant et tu aurais été meilleur entraîneur. Ça se trouve, tu choisis entraîneur et tu aurais été meilleur combattant. Mais tu peux pas savoir avant d'avoir fait le choix. Donc il faut choisir. Moi, en tout cas, c'est ma vision. Il faut choisir. Et une fois que j'ai choisi, il faut avancer, il faut se donner à fond. Et il faut pas essayer d'être tiraillé entre deux choix. Je pense que le pire, c'est d'être tiraillé, c'est ça. Le pire, si on parle de préparation physique, c'est j'avais un préparateur physique, j'étais pas satisfait, je change de préparateur physique, je prends un autre préparateur physique, et finalement, je sais pas si le précédent était aussi bien que le nouveau, et donc je suis tiraillé entre les deux programmes. Non, la bonne chose, c'est soit je conserve, je continue avec mon préparateur physique et je me donne à fond, et puis je vois ce qu'il arrive, ou je change, et dans ce cas-là, je me donne à fond avec le nouveau et je vois ce qu'il arrive. Mais entre les deux, où j'essaye de faire aussi un petit peu de l'ancien, un petit peu du nouveau, c'est le meilleur moyen de perdre du temps, de l'énergie et d'avoir le moins bon de chaque monde. Ouais, ce qui va faire la différence, en fait, c'est l'engagement personnel, quoi. C'est ça. Est-ce que, là, on arrive un peu vers la fin de notre Mhm. épisode, tu aurais, je peux te laisser le temps de la réflexion évidemment, mais trois grands principes à partager qu'il faut garder en tête pour améliorer sa santé? Trois grands principes à partager qu'il faut garder en tête pour améliorer sa santé. Un, c'est faire quelque chose. Voilà. À partir du moment où j'entreprends quelque chose, je fais mon footing, je fais ma marche, je me déplace, je joue, je bouge, je fais mes pompes, je fais mes squats, je suis en train d'améliorer ma santé. Donc, un, c'est faire. Deux, c'est faire un petit peu mieux chaque jour. C'est-à-dire que j'essaie de progresser dans le temps. Et progresser, ça ne veut pas forcément dire j'ai fait plus chaque jour, mais je peux avoir fait plus de jours dans la semaine.
Au début, j'ai fait un jour dans la semaine, une marche. Ensuite, au bout de 2, 3 semaines, je fais 2 jours, puis 3 jours. Puis après, je fais un petit peu plus loin, puis après, je fais un petit peu plus vite. Voilà, on peut jouer sur les 3 facteurs que nous, on appelle volume, fréquence, intensité. Et ces 3 facteurs nous permettent d'améliorer. Donc, je dirais un, faire. Deux, faire un petit peu mieux, ce qu'on nous, on appelle better every day, un petit peu mieux chaque jour. Et puis trois, le faire pendant longtemps et faire en sorte que je puisse maintenir le facteur temps dont on a beaucoup parlé dans ce podcast, cette émission, le facteur temps, que je puisse maintenir longtemps cette routine-là. Si je fais longtemps quelque chose, que je fais régulièrement et que je fais un petit peu mieux, je vais arriver à de grands résultats, c'est sûr. Il n'y a pas d'autre solution. En tout Et, cas, par rapport à mes capacités, je vais arriver à des grands résultats. dans ce que tu décris, j'ai l'impression qu'il faut faire preuve d'ambition, mais en même temps aussi d'indulgence vis-à-vis de soi-même, en fait. C'est ça. Et dans la lenteur, et là je le dis pas du tout dans un sens péjoratif, dans la lenteur de la progression. Ben oui. C'est-à-dire que euh, je prends l'exemple des livres. Il y a plein de gens qui lisent pas et qui aimeraient se mettre à la lecture. Et ils se mettent jamais à la lecture. Pourquoi? Parce que pour eux, se mettre à la lecture, c'est lire un livre. Oui, ou en Et lire se trois mettre à par la, mois, oui, oui. ou en lire 3 par mois. Mais se mettre à la lecture, c'est pas lire un livre, c'est lire une page c'est déjà acheter un livre. Et puis ensuite, c'est lire une page de livre. Et quand j'ai lu cette page et que j'ai envie de lire la deuxième, je lis une deuxième page. Et puis au fur et à mesure du temps, bah, peut-être effectivement que le premier livre, j'ai mis 3 mois à le lire. Et le deuxième, j'ai mis 2 mois. Et le troisième, j'ai mis un mois, etc., etc. Donc commencer à lire, c'est commencer à faire l'acte d'acheter un livre et puis commencer à bouquiner ce livre. Et puis peut-être pas le lire en entier, mais peut-être lire quelques parties du livre, le survoler, et puis après le lire un peu plus. Donc voilà, c'est commencer quelque chose et commencer à se diriger dans une certaine direction. Mm. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que là, on parle de progrès depuis le début du podcast et de temps nécessaire pour le voir venir, ce progrès. C'est que Rome ne s'est pas faite en un jour. Et C'est des ça, gens qui n'ont jamais fait de sport pendant, par exemple, une trentaine d'années, ou qui n'ont jamais eu la bonne idée, entre guillemets, de se mettre à la lecture plus jeune, ben, du jour au lendemain, on ne peut pas passer à un bouquin de 500 pages lu en une soirée ou faire des workout of the day démentiels, quoi. c'est ça, c'est évident. C'est aussi évident que ça. C'est-à-dire, faisons un petit peu mieux que ce qu'on faisait et pas un peu mieux que ce que fait notre voisin. Faisons un petit peu mieux que ce qu'on faisait, essayons d'améliorer notre vie un petit peu au quotidien et au fur et à mesure du temps, on va arriver à des grands résultats. Génial. Ben, merci beaucoup. Je vais te laisser le mot de la fin, là, si tu veux parler de tes formations, de ton actualité. C'est à toi. Alors, déjà, merci à tous pour cette écoute. Vous pouvez me suivre sur smartfight.fr sur Instagram. Je poste régulièrement, je poste des vidéos, je mets des posts. Voilà, un petit peu tout ce dont on a parlé aujourd'hui. J'en parle régulièrement sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre, smartfight.fr. Il y a le site internet pour trouver le programme transformation, pareil, www.smartfight.fr. Et puis, je suis en train de développer la chaîne YouTube, pareil, encore une fois, smartfight.fr. Voilà, avec au plaisir de vous retrouver sur un des réseaux sociaux. Ouais, je remettrai tout ça dans les descriptions des épisodes sur les différentes plateformes. Merci beaucoup. Merci infiniment Nicolas, c'était super intéressant. Merci pour ta pédagogie et ta gentillesse et surtout de t'être levé de bon matin pour l'enregistrer. Eh ben, merci beaucoup à toi de m'avoir invité dans ce podcast et au plaisir de revenir prochainement. Ouais, avec plaisir. Bye bye Nicolas.